Cette conférence va maintenant être enregistrée. Eh bien, voilà. Donc, à ce moment-là, moi, je vais prendre la parole pour ouvrir cette rencontre. Je vais dire quelques mots très courts. Déjà, d'une part, c'est dire pourquoi on fait ce séminaire sur ce cycle de conférences qu'on a appelé l'Europe le long de la Seine. Euh, la raison principale, c'est que nous avons envie en tant que mouvement européen, de donner envie d'Europe aux citoyens de Seine-Maritime, d'aller à la rencontre de ces citoyens, des Sénomarins, pour leur montrer que l'Europe, c'est pas simplement des institutions, c'est pas simplement les chefs d'État et de gouvernement qui se rencontrent, ce n'est pas simplement le Parlement européen, mais que ce sont aussi des acteurs qui, sur les territoires, portent le développement de l'Europe, mettent en vie le projet européen et la dynamique européenne. Donc, c'est l'Europe des territoires que nous essayons de mettre en valeur. On l'a appelé l'Europe le long de la Seine parce que c'est la Seine qui connecte au territoire de l'Europe à l'échelle du grand nord-ouest de l'Europe par un vaste réseau hydrographique dont on a déjà parlé plusieurs fois, fait que l'axe Seine n'est pas un axe isolé, mais ça vient s'insérer dans un espace transnational en étant connecté à l'Escaut, au Rhin, à l'Aisne et d'autres encore. Alors après, pourquoi Lille aussi dans le cadre de ces conférences? Parce que Lille, j'ai vérifié ce matin avec Marie-Pierre Bresson, elle n'est pas le long d'un long fleuve qui dessert la mer du Nord, hein, mais en même temps, elle est au cœur justement de ce bassin hydrographique. Et puis, c'est une réelle opportunité pour nous parce que Lille, comme Rouen, est aujourd'hui candidate à devenir capitale européenne de la culture. Lille l'a été en 2004 et je crois pouvoir dire que l'île capitale européenne de la culture a été une véritable opportunité, un point d'inflexion dans le développement de l'île. L'île, ce n'est plus une vieille ville industrielle qui a été sinistrée par la crise des années 80, mais elle a su, grâce justement peut-être à capitale européenne de la culture, sans renoncer à son histoire, en valorisant son patrimoine, elle a su devenir une métropole de référence aujourd'hui, au centre de l'Ouest européen, et elle est, comme Rouen dit vouloir aspirer aujourd'hui, eh bien, Lille est déjà une capitale du monde d'après. Voilà, c'est pour cela qu'on s'est adressé donc aux élus de la ville de Lille et que Marie-Pierre Bresson a accepté de nous animer cette conférence sur comment justement, en s'appuyant sur notamment les friches industrielles, Lille a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, je n'en dis pas plus. Maintenant, moi, je me mets un petit peu en retrait. Moi, j'écoute et je donne la parole tout de suite à Marie-Pierre Bresson. Merci beaucoup, Philippe. Alors, donc, je vous renouvelle mon salut. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, et je vous remercie pour votre invitation. Je suis très honorée de vous présenter ce soir, enfin, cette fin d'après-midi ensoleillée, donc nous disions, l'aventure en fait de l'île 2004, parce que c'est une aventure assez épique, il faut bien le dire, avec ce que disait Philippe à l'instant, c'est-à-dire que nous engrangeons aujourd'hui le bénéfice de cette mobilisation un peu générale d'un territoire, pas seulement la ville, mais aussi la métropole, le département, la région et l'euro-région, donc dans cette aventure culturelle qui, en vérité, est devenue pérenne. C'est-à-dire que le coup d'éclat, on pourrait dire, de l'île 2004, évidemment, s'est installé très durablement dans le territoire de la région. Peut-être vous dire, en fait, pour préparer cette conférence, je me suis replongée dans les documents et notamment dans le programme de l'île 2004. Je me suis dit, c'est incroyable ce qui a été fait pendant un an. C'était assez ébouriffant, je dois dire, simplement de relire le programme des festivités. Ce qui veut dire que derrière, il y avait un énorme travail qui a été mené en amont pour préparer tout ça, évidemment, hein, plusieurs années à l'avance. Vous le savez bien, on prépare une capitale européenne plusieurs années à l'avance. Et en l'occurrence, avec, pour ce qui concerne Lille, la volonté de métamorphoser la ville. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'était le thème de la capitale européenne de la culture, c'était les métamorphoses. Et donc, c'est très parlant. Enfin, je crois que le titre en lui-même est très parlant sur la manière dont nous concevions, dont la ville concevait
cette grande opération. Après qu'elle avait déjà candidaté pour les Jeux Olympiques, la candidature de l'île n'a pas été retenue, mais tout le travail préalable qui avait été mené, et notamment l'identification de ce territoire, comme vous l'avez dit, comme un territoire européen par définition. Par définition, la position de l'île, sa position frontalière, sa position dans ce cœur du nord de l'Europe, en TGV, 1 heure de Paris, 1h20 de Londres, 35 minutes de Bruxelles, 1h30 d'Amsterdam, 2 heures de Cologne, font qu'on a là une concentration de cette Europe dont vous parliez tout à l'heure. Alors, nous n'avons pas de grand fleuve, nous avons la Deule, qui est un affluent de la Lys et de l'Escaut, mais ça n'est pas un grand fleuve qui nous lie, mais nous sommes dans ce bassin hydrographique que vous évoquiez tout à l'heure et qui nous rapproche des canaux belges notamment et évidemment néerlandais. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Depuis 2004, il y a un changement dans la perception du territoire, et vous le disiez tout à l'heure, je ne souscris pas complètement à cette idée d'un territoire noir et enfumé, etc., d'une tristesse infinie, parce que c'est toujours une ville très colorée, dans laquelle il y a un élément qui est très important, et ça a été un support absolument fondamental pour la capitale européenne de la culture, c'est que les Lillois ont une réputation de convivialité qui ne s'est jamais démentie et qui a été très importante à l'occasion. Je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas une Lilloise, donc ne me considérez pas comme étant chauvine. Je ne suis pas une Lilloise. C'est plus facile pour moi de dire que les Lillois sont des gens extrêmement chaleureux. Et donc, avec un sens de la fête qui, lui aussi, existe depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'au musée de l'Hospice Comtesse, par exemple, qui est le musée de l'histoire de l'île, on voit bien ça, on voit dans la peinture, notamment du XVIIIe siècle, le sens de la fête. Et donc, ça, c'est aussi un élément très important parce que pour réussir un grand événement comme la capitale européenne de la culture, il faut embarquer avec soi la population. Alors, je vous expliquerai comment. Il y a du travail qui a été mené, évidemment, de médiation à l'intérieur des quartiers, mais il faut avoir en tête que cette propension ou cet état d'esprit de convivialité joue évidemment aussi grandement dans la réussite de ce grand événement. Et puis, je dois vous dire aussi, en forme de préambule, que je suis certes élue à la culture, mais aussi aux relations internationales. Et j'ai, comme élue aux relations internationales, souvent accompagné en fait nos villes jumelles. Nous en avons 15, dont 4 d'entre elles ont été candidates à la capitale européenne de la culture, et l'accompagnement de la ville de Lille les a aidés à le devenir. Je pense à la ville de Wrocław en Pologne, qui a été capitale de la culture, à Mons, donc notre voisine belge, à Leeds en Grande-Bretagne, qui est un cas particulier sur lequel je vais revenir à l'instant, et puis Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Pourquoi je vous parle de Leeds? Parce que depuis le Brexit, en fait, la candidature de Leeds à la capitale de la culture n'est plus soutenue, évidemment, par l'Union européenne. Pour autant, la maire de Leeds, avec laquelle nous avons travaillé, la maire, les équipes de la ville de Leeds, donc qui ressemble beaucoup à Lille, en fait, qui est une ville industrielle du nord de l'Angleterre, enfin, qui a finalement une conformation assez similaire à celle de Lille. Eh bien, la maire de Leeds, ayant constaté à quel point cet événement était devenu un élément d'aménagement du territoire, a décidé de maintenir un grand événement de cette nature, sans l'appeler capitale européenne de la culture, puisqu'elle ne peut plus le faire, bien que nous l'ayons soutenu auprès de la Commission européenne en disant mais si on a travaillé, il faut que ça puisse être possible. Bon, le Brexit a parlé, alors qu'en plus la ville de Leeds a voté contre. Je dois le signaler. Alors, c'était vraiment un drame pour Leeds en disant c'est pas vrai, on a voté contre et on ne peut pas faire ne peut plus avoir le label en quelque sorte de capitale européenne. Néanmoins, donc, la ville a décidé, et nous continuons à l'accompagner, de maintenir une série de programmes parce que c'est un outil d'aménagement du territoire en réalité. Et c'est de ça dont la maire de Leeds avait parfaitement conscience dans ce contexte post-industriel que connaît le nord de l'Angleterre comme le connaît le nord de la France. Donc ça, c'est un élément qui est très important et qui atteste le fait que cette capitale européenne à la culture, c'est en quelque sorte une turbine qui permet d'accélérer un mouvement, une turbine culturelle, une turbine patrimoniale, parce qu'il y a derrière un gros travail qui a été mené
outre le patrimoine industriel, nous parlerons avec les friches, mais sur l'ensemble du patrimoine de la ville de Lille. Et puis, bien sûr, une turbine urbaine au sens de l'aménagement urbain qui a succédé à cette capitale européenne. Et donc, nous avons pu vérifier à cette occasion, évidemment, la position de la ville au cœur de l'Europe. Et notamment, ça s'est tout à fait manifesté par la fréquentation à l'occasion de l'île 2004, avec des statistiques de visiteurs qui nous indiquent que, évidemment, nos voisins belges, néerlandais, britanniques et allemands étaient nombreux à venir. Il y a eu 9 millions de visiteurs pendant cette année. Ce sont des chiffres qui sont établis par l'INSEE. Vous pouvez les retrouver. Ce sont des indicateurs qui ont été établis par l'INSEE. Et donc, 9 millions de visiteurs. Et en fait, depuis 2004, et ça, c'est l'Observatoire du tourisme métropolitain qui permet de le vérifier, et les statistiques de l'Office de tourisme, depuis 2004 et depuis ces dernières années en particulier, d'abord la ville de Lille est identifiée aujourd'hui comme une ville de ce qu'on appelle les city breakers, c'est-à-dire des gens qui viennent visiter des villes, et puis avec une fréquentation touristique dont je passe sur les 2 années difficiles que nous avons eues avec le Covid, mais avec une fréquentation touristique qui augmente de 10 à 15% par an. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très important. Ça veut dire aussi évidemment des retombées économiques, ça vous vous en doutez, dans tous les secteurs d'ailleurs, évidemment l'hôtellerie, la restauration, mais aussi en général dans tous les secteurs de la ville. Donc ça, c'est un élément qu'il faut noter aussi parce que, outre évidemment ce qui appartient aux habitants, eh bien, il y a aussi un effet de rayonnement qui ressort de ce grand événement. Ce grand événement, donc, il a eu lieu par la mobilisation de tout un territoire, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire évidemment à la fois dans l'animation, mais aussi dans la mobilisation des financements, puisque c'est aussi un événement qui a été financé, l'État, la région, le département, la communauté urbaine, donc la métropole, la ville, beaucoup de mécénat, et de mécénat d'entreprises notamment, et par rapport à d'autres indicateurs, d'autres capitales européennes, il y a eu un vrai succès dans ce mécénat d'entreprise pour la ville de Lille, et puis aussi la mobilisation de ce que nous avions appelé les ambassadeurs, c'est-à-dire que la ville et l'association Lille Horizon 2004, qui était le grand ordonnateur de cet événement et qui d'ailleurs a prolongé, je vous le dirai tout à l'heure dans quelles circonstances, a prolongé les événements tous les 3 ans et qui s'appelle aujourd'hui Lille 3000 avec à sa tête Didier Fusilier. Cette association a mobilisé ce qu'elle a appelé des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui sur le territoire en fait promouvaient ces événements à l'échelle régionale, puisque une des réussites de la capitale de Lille, capitale de la culture, c'est de n'avoir pas été simplement la ville de Lille, capitale de la culture, mais d'avoir permis à ce que dans toute la région, d'autres territoires soient engagés. Sur l'ensemble de l'année 2004, c'est 194 communes qui ont été mobilisées, donc à la fois dans la région Nord-Pas-de-Calais à ce moment-là et dans l'Euro-région en fait, y compris sur le versant belge notamment de la métropole. Voilà, et donc ces ambassadeurs, alors bon, il y a un noyau dur de 200 personnes qui a été mobilisé de manière très active, mais on en a compté 17 000. Ça veut dire qu'il y a 17 000 personnes qui, sur l'ensemble du territoire régional et donc l'Euro-région, étaient des promoteurs, en quelque sorte, de cette capitale de la culture, avec des événements qui ont été très importants, puisqu'il y avait une volonté de ne pas tout concentrer à Lille, mais au contraire de partager la région. Et je pense notamment à un événement qui a été vraiment un grand succès, qui s'appelait les Beffrois de la culture. Chaque ville de la région accueillait une œuvre d'art majeure et la mettait donc dans l'hôtel de ville, et elle était accessible à l'ensemble des habitants, évidemment de la commune ou des communes voisines. Et donc ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'était une manière de fédérer l'ensemble des territoires pour cette capitale de la culture. Bon, donc je vous l'ai dit, les statistiques dont nous disposons nous permettent de démontrer l'effet levier de la capitale de la culture dans les secteurs économiques, évidemment avec la création d'emplois, ça va de soi. Votre sujet
porte, vous, sur les friches industrielles. La ville de Rouen, comme la ville de Lille, est une ville industrielle. Elle a un patrimoine industriel qui est important, des friches qui doivent être reconverties. Et donc, c'est ce qui a été fait à Lille et à l'occasion de la capitale européenne de la culture. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le patrimoine historique, on va dire classique ou traditionnel, a lui aussi bénéficié de restauration. Je pense au rang des maisons flamandes qui est sur la place du Théâtre à Lille. Évidemment, la restauration de l'Opéra de Lille, qui a rouvert à l'occasion de la capitale de la culture, la porte de Roubaix aussi, qui est une des portes des fortifications lilloises, qui ont été restaurées à l'occasion de cet événement. Et puis bien sûr, le patrimoine industriel, qui est pléthorique, on peut le dire, hein, qui est très nombreux dans la région, avec notamment le développement d'un concept qu'on a appelé les maisons folies, qui fait référence à ces maisons du XVIIIe siècle, qui étaient des maisons de création, de créativité, etc., rapidement construite pour les loisirs, eh bien, nous avons à Lille et dans l'ensemble de la capitale de la culture créé 12 maisons folies. À Lille, nous en avons 3 et les 12 autres sont à Roubaix, à Tourcoing, à Mons, elles sont réparties à Lambersart, etc. Donc, elles sont réparties sur le territoire. Pour la ville de Lille, il y en a 3, dont 2 qui sont des maisons qui viennent du patrimoine industriel. Je vais tâcher de vous partager mon écran, vous allez me dire si vous le voyez, pour vous les montrer. Enfin, ce sont des photos, mais ça vous permet quand même de visualiser ces bâtiments. Alors, je pense que là, c'est bon. Est-ce que j'arrive à faire passer? Voilà. Est-ce que vous le voyez en entier? Oui. Oui, donc là, vous avez par exemple alors les deux maisons folies lilloises que nous avons. D'une part, sur l'écran à gauche, la maison folie Moulin, qui est une ancienne brasserie du XVIIIe siècle, qui a été transformée donc en un lieu de la créativité culturelle, qui permet de développer dans un quartier populaire 2200 mètres carrés d'espace culturel. Et puis à côté, la maison folie Oisem, qui est dans un autre quartier populaire, qui, elle, permet de disposer de 5000 mètres carrés d'espace culturel dans une ancienne filature donc, du 19e siècle. Voilà pour ces 2 maisons folies qui sont donc l'héritage de la capitale de la culture et qui sont toujours aujourd'hui utilisées, bien sûr. Là, on est très heureux de les avoir ouvertes de nouveau pour accueillir. Enfin, en fait, elles n'ont jamais été fermées pendant la période sanitaire parce qu'il y avait beaucoup d'activités, mais qui n'étaient pas ouvertes au public. Là, ça y est, on peut rouvrir les portes de ces maisons folies. À Roubaix, par exemple, la maison folie, c'est ce qu'on appelle la condition publique, qui est une ancienne usine, enfin une ancienne manufacture dans laquelle était testée la résistance des fils qui étaient donc tissés dans le Nord. Ces lieux donc sont devenus des lieux pérennes de culture à l'intérieur des quartiers. Ça aussi, c'est très important. Ce qu'il faut noter, c'est que dans cette perception de l'aménagement du territoire, ces maisons folies sont des éléments qui permettent de desserrer la centralité, l'hypercentralité qu'on a tendance à imaginer de la concentration des grands équipements culturels dans le centre-ville et de les répartir à l'intérieur des quartiers. C'est pour ça que je disais que c'était un outil d'aménagement du territoire, la restructuration de ces friches industrielles avec l'objectif de refaire la ville sur elle-même en quelque sorte. C'est-à-dire que dans le programme de Lille 2004, il y avait bien sûr des festivités, des expositions, Rubens, etc., la réouverture de l'opéra, mais il y avait aussi un arrière-plan de réflexion, de conférences de fond, notamment sur les questions urbanistiques, avec donc cette volonté de travailler sur un renouvellement urbain à partir du tissu dont nous disposons dans un endroit qui est très densément peuplé. Vous savez qu'on est au cœur de l'Europe, la ville de Lille est dans les parties du territoire français qui est le plus densément peuplé, avec une densité moyenne qui est de l'ordre de 450 habitants par kilomètre carré, alors que le reste de la France, c'est 110. Hein, donc, on est dans les densités belges, néerlandaises, etc. Donc, une région très densément peuplée.
en même temps un territoire métropolitain sur lequel persistent des structures, des infrastructures industrielles qui n'étaient plus utilisées, et donc comment on refabrique la ville sur elle-même avec un projet qui permette de mettre en valeur ce patrimoine qui est remarquable. Vous le voyez avec ces 2 maisons folies, mais je vais vous montrer vraiment le château fort industriel qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle Euratechnologie dont je vous parlais, parce qu'après ce travail sur les friches s'est poursuivi. Et puis, ce qu'on connaît aujourd'hui et qui est aussi un élément qui est très identifié, qu'on appelle la gare Saint-Sauveur, qui est une ancienne gare de triage. C'est un très, très vaste territoire, mais une partie de ce territoire est d'ores et déjà, depuis 2009, donc une réédition de la capitale de la culture, a été transformée en lieu culturel. Et puis, derrière, il y a un espace de créativité qui a été récemment livré, le Saint-Sau Bazar, qui est dans une des halles de cette ancienne gare de marchandises. Et puis, il nous reste à côté 24 hectares qui vont devenir un grand projet urbain, mais qui sont en fait l'ancienne emprise de cette friche industrielle. Voilà. Donc, vous voyez, et enfin la dernière, c'est la plus récente des restaurations, c'est Fives Kyle, qui est l'ancienne usine Fives Kyle Babcock, l'ancienne usine métallurgique dans laquelle ont été construits les travées du pont Fédère Bassin-Louis du Sénégal, les traverses de la Tour Eiffel, du pont à Porto, des trains qui partaient au Brésil, enfin une énorme 10 hectares donc d'usines métallurgiques qui sont aujourd'hui transformées en un lycée hôtelier international avec un projet de food court de l'autre côté, et puis bien sûr après l'activité économique, du logement, avec une mixité fonctionnelle dont je reparlerai aussi, bien sûr. Donc je vous le disais, la volonté qui est sortie au-delà de la fête et de ce moment très très enfin de ces moments, puisqu'il y a eu des grandes saisons à l'intérieur de la capitale européenne de la culture, au-delà de ces moments festifs, sont sortis des constructions, enfin des constructions au sens littéral et au sens figuré, des constructions urbanistiques qui sont restées dans le paysage lillois et qui sont très, très entretenues parce qu'elles sont à la fois le témoignage de ce qu'a été la ville, ne délaisse pas son passé industriel évidemment, qui d'ailleurs y réimplante, c'est le cas du Saint-Sau Bazar que je vous présentais tout à l'heure dans cette ancienne halle, qui réimplante des activités créatrices, voire qui développe une très grande activité économique avec notamment les nouvelles technologies à Euratechnologie. C'est le plus grand centre européen, le plus grand pôle européen des nouvelles technologies, à l'initiative de Pierre de Saint-Aignan, donc l'ancien premier adjoint de la ville de Lille, qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant 3 ans. Et donc voilà, nous avons 2 ans, pardon, nous avons donc cette immense usine Le Blanc-Lafont qui accueille donc des emplois, des entreprises et qui est très identifiée à l'intérieur d'un écoquartier, c'est-à-dire qu'autour de ces très beaux grands bâtiments a été initiée la restauration d'une partie de ces annexes et puis la création d'un écoquartier avec un système de mixité sociale et fonctionnelle, une attention évidemment portée à la qualité énergétique des bâtiments qui ont été construits dans un endroit qui est vraiment sur les bords de la Deule, donc la rivière qui passe à l'île et le canal, et donc qui est en fait sur une île, comme le nom de l'île l'indique. L'eau y est moins présente qu'elle ne l'a été, mais elle existe. Et là, en l'occurrence, dans ce quartier des Bois Blancs, c'est le cas. Voilà. Peut-être, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur le cas de la gare Saint-Sauveur. La gare Saint-Sauveur est devenue un nouveau lieu culturel, donc cette friche ferroviaire est devenue un nouveau lieu culturel à l'occasion d'une édition de ce que nous avons appelé les suites de la capitale européenne de la culture. C'est-à-dire que nous avons observé après 2004 qu'il y avait eu un tel engouement et une telle réussite dans cette mobilisation de tout un territoire autour d'un sujet que la ville et la métropole ont pris l'initiative de rééditer des saisons culturelles qui durent moins longtemps, puisqu'elles durent entre, disons, 3 à 6 mois,
tous les 2-3 ans. Donc là, nous sortons d'une édition qui était consacrée à l'Eldorado. Qu'est-ce que ça veut dire que de se fabriquer un Eldorado en prenant appui sur la culture mexicaine? Et la prochaine édition porte sur Utopia, qui a été présentée par le maire lorsque la ville a été retenue comme finaliste de la capitale verte européenne. Là encore, il s'agit d'un grand événement qui permet d'embarquer en quelque sorte tout le monde vers un projet. Et donc, à l'occasion, en 2009, à l'occasion d'une saison qui était consacrée qui s'appelait Europe XXL, c'est-à-dire comment nous pouvions, donc c'est un sujet qui nous intéresse, comment nous pouvions considérer ce qu'était l'Europe, eh bien, a été restaurée donc cette ancienne gare qui est devenue un lieu culturel emblématique, avec donc cette halle que vous voyez qui est très jolie là en haut des marches, qui abrite une salle de restauration, un restaurant, un bar, un café avec une très grande terrasse très agréable, et au fond une salle de cinéma. Et vous voyez sur le côté une halle en béton qui en fait accueille des expositions. Voilà, et puis derrière, je vous disais, sur la gauche, ce qu'on aperçoit, la cheminée qu'on aperçoit, c'est celle de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Et derrière, il y a l'Institut Pasteur. Donc, on est dans un quartier à quelques pas de la mairie qui est étonnamment, qui était un quartier dans lequel se développaient les activités, notamment universitaires, donc à proximité de cette gare. Cette gare, qu'on appelle donc la gare Saint-Sauveur, a été réhabilitée à l'occasion de cette édition Europe XXL en 2009. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fait l'objet, elle est très souvent visitée, et il se trouve que, je vous parlais tout à l'heure des villes européennes que nous avons accompagnées dans la capitale de la culture. Nous avons aussi une ville marocaine qui s'appelle Oujda, dont nous avons reçu le maire très peu de temps après que soit ouvert Saint-Sauveur. Et alors, il est tombé il était très, très impressionné par le chantier. Il disait, mais c'est incroyable, j'ai à Oujda une gare sur un territoire qui est sensiblement le même, etc. Et donc, en fait, l'architecte qui a travaillé sur cette gare a travaillé avec la ville d'Oujda sur pas la duplication exacte, mais c'est quand même très, très proche. Puisque c'était une gare des tout premiers chemins de fer marocains, donc au début du XXe siècle, et donc sur la réhabilitation de la gare sur le modèle de la gare Saint-Sauveur. Je vous dis ça parce que cette capacité que la ville de Lille a développée donc de réhabiliter les friches industrielles a été remarquée pour ce qui concerne en tout cas les relations internationales par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans un programme qui en fait identifie Lille comme étant une spécialiste de la réhabilitation industrielle. Ça veut dire que le ministère peut nous proposer de travailler dans d'autres territoires, donc de faire travailler les techniciens de la ville sur leur capacité à donc travailler sur la restauration et la requalification d'anciennes friches industrielles. C'est ce que nous faisons d'ailleurs dans la ville de Naplouse en Cisjordanie, donc sur un grand territoire industriel, un grand bâtiment industriel, une ancienne usine de fabrication d'énergie. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cet événement culturel qui a rassemblé tellement de Lilloises et de Lillois et bien au-delà, parce que je vous disais qu'il y avait 9 millions de visiteurs, nous ne sommes pas 9 millions à Lille, eh bien, est le signe de la capacité d'un territoire à mobiliser toute une région sur donc cette grande activité culturelle, mais qui en fait révèle la créativité de la ville, créativité qui se traduit dans tous les domaines. Depuis cet événement, nous avons adopté un agenda 21 de la culture, puis un agenda 21 pour la ville, afin donc de continuer à travailler sur cette capacité à requalifier, à refaire la ville sur elle-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est absolument indispensable aujourd'hui. On ne peut plus étaler les villes, on doit au contraire les rendre denses mais vivables. Enfin, ça c'est vraiment peut-être la plus grande difficulté aujourd'hui de l'urbanisme.
Mais en tout cas, nous avons, je crois, montré ou essayé de démontrer, en tout cas nous allons continuer à le faire, qu'il était possible de réussir une transition entre la ville industrielle et la ville durable. Et c'est bien l'objet donc de ce travail qui a été mené sur ce nouvel urbanisme à partir notamment de la requalification des friches industrielles. Alors je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 ans, la ville de Lille était candidate à la capitale verte européenne. Donc là encore, un élément important. Il se trouve, à notre grande surprise, que nous avons été finalistes. En fait, l'objet, c'était pas tant d'obtenir le label, mais là encore, de mobiliser l'ensemble de la ville, des services, des associations, des partenaires, etc., vers cette fameuse transition absolument indispensable pour les villes aujourd'hui. Et alors même que le tissu industriel persiste, alors que la ville est dense, qu'elle est finalement assez minérale, eh bien, nous sommes arrivés 2e, donc finaliste, derrière la ville de Lahti, en Finlande, qui est au bord d'un fjord, donc rien à voir, et puis devant la ville de Strasbourg, dont on pense de manière spontanée qu'elle est plus directement une ville verte, c'est-à-dire, et en fait, c'est la ville de Lille qui a été retenue comme finaliste parce que elle avait su démontrer sa capacité à emmener avec elle l'ensemble du territoire, donc les acteurs publics, mais aussi institutionnels, on va dire, mais aussi les associations et les habitants. Et donc, c'est peut-être là la réussite, en tout cas un savoir-faire qui est peut-être l'héritage de la capitale européenne de la culture, mais qui permet de continuer ce travail. Et donc, pour en revenir aux grandes saisons culturelles dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, la prochaine qui aura lieu au printemps prochain s'intitule Utopia. Et donc là, l'objet, c'est de questionner le rapport entre l'homme et la nature, puisque ces grandes saisons culturelles partent sur un substrat, on va dire, scientifique, intellectuel, etc. Et donc là, celui que nous avons devant nous, sur lequel nous travaillons beaucoup en ce moment, c'est donc la compréhension des rapports entre l'homme et la nature, et particulièrement l'homme dans la ville avec la nature. Voilà, donc c'est un grand chantier qui nous attend, avec en toile de fond la perspective de dire nous étions en 2004 capitale européenne de la culture, nous aimerions pouvoir dire qu'en 2024, nous sommes capitale européenne de la culture durable, avec les qualités d'inclusion, de développement économique et évidemment de questions environnementales. Voilà, je suis à votre disposition. J'espère avoir été assez claire pour répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Florence, est-ce que toi, tu as des choses à nous dire? Alors, j'allume mon micro d'abord. Alors, il y a 3 questions. Là, on va commencer par la fin. La capitale verte européenne 2022 sera Grenoble. Est-ce que Lille était candidate aussi? Non, elle a été candidate une seule fois pour l'édition 2021. Donc en 2020, donc cette année, nous sommes finalistes. Nous avons été finalistes. Donc Lille est finaliste de la capitale, mais la capitale verte européenne 2021, c'est la ville de Lahti en Finlande. Ah d'accord, pardon. Voilà, nous n'avons pas renouvelé la candidature. Nous avons, je comprends. en fait, comme le travail, la préparation du dossier a permis en fait de faire un énorme effort sur toutes les politiques en matière de durabilité. Bon, nous étions très heureux, surpris, très heureux d'être finalistes. Et en fait, mais le mouvement est lancé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ont été prises des habitudes, en tout cas nous souhaitons qu'elles soient prises, pour qu'on ait systématiquement en tête, dès lors qu'on s'intéresse un peu à la ville, d'avoir en tête justement la question de la transition écologique sur la ville. Alors ensuite, on a des questions sur la mobilisation. Par exemple, comment expliquer la mobilisation des mécènes économiques? Eh bien, la mobilisation des mécènes économiques, elle est due d'abord aux personnalités qui sont présentes à Lille, Pierre Mauroy, Martine Aubry, Pierre de Saint-Aignan, et puis la Chambre de commerce et d'industrie, le comité Grand Lille. En fait, nous sommes dans un territoire où il y a beaucoup d'acteurs économiques, de grands acteurs économiques, et donc la perspective
à partir de la capitale de la culture, d'avoir un rayonnement qui persiste, en fait, a permis de convaincre ces acteurs économiques qui, je suis en train de rechercher les statistiques, mais je vais vous donner quelques éléments chiffrés. Donc, statistiques INSEE, c'est des sources Agence de développement et d'urbanisme de la ville de Lille qui compare Bruges 2002, capitale de la culture, et Lille 2004. Sur la part du mécénat, Anvers en 1993, 4,7 millions d'euros de mécénat. Lisbonne 96, 2,6. Luxembourg 95, 6 millions d'euros. Stockholm 98, 5 millions 5. Bruges 2002, 6 millions 4. Lille 2004, 13 millions. Donc, on est au double du plus fort. Voilà. Et donc, parce qu'il y a un tissu, il y a 82 entreprises partenaires qui d'ailleurs le sont encore, hein, quand nous faisons des rééditions dont je vous parlais. Une grande partie d'entre elles est toujours partenaire. Et donc, ces 13 millions d'euros, c'est 17,5% du budget total de la capitale européenne de la culture. Vous voyez, donc c'est tout à fait important. Et ces entreprises sont toujours impliquées. De la même manière, 350 commerçants ont été des relais très actifs de la mobilisation donc, de la capitale de la culture. Alors ensuite, la question suivante sur la mobilisation des personnes. Comment peut-on expliquer l'engouement de la population? Est-ce le sens de la fête des gens du Nord ou bien c'est les outils de mobilisation qui ont été efficaces? Ou les deux peut-être? Oui, en fait, je suis tentée de vous répondre les deux. En fait, vous savez bien que pour mobiliser, il n'y a pas une seule bonne recette. En fait, c'est une conjonction d'éléments. Il y a bien sûr tout le travail préparatoire qui a été mené notamment dans chacune des communes de la région, du département, de la communauté urbaine et de la ville. Et un travail très fin avec notamment les quartiers. C'est-à-dire que les habitants dans les quartiers, à partir des écoles, des centres sociaux, etc., il y a un travail très fin pour aller chercher les gens, pour leur dire que vous allez participer. Je pense par exemple à la grande parade d'ouverture qui a eu lieu donc le 6 décembre 2003, donc avant, enfin qui était l'ouverture. Il y avait devant la gare de Lille un orchestre d'harmonie qui rassemblait toutes les harmonies qui était composé de musiciens de toutes les harmonies de la région. Donc il y avait plus de 1000 musiciens qui étaient rassemblés sous la direction de Jean-Claude Casatsu, donc le chef de l'ONL, de l'Orchestre national. Et on attendait pour cette parade d'ouverture à peu près 100 000 personnes, 150 000. Il y en a 600 000 qui sont venus à l'ouverture. Et donc, c'était une espèce de masse très impressionnante. Alors avec, quand même l'habitude dans cette ville de ces grands mouvements, puisque vous savez que la braderie qui rassemble beaucoup de personnes aussi, hein, on compte, là encore, les 2 dernières années ne sont pas les bonnes pour comparer, mais disons la braderie des grandes heures, c'est 2 millions de personnes pendant un week-end dans la ville, parce que c'est familial, et c'était le cas aussi en 2004, une espèce de régulation qui se fait assez doucement parce qu'il y a des enfants, il y a des familles, etc. Et donc, il n'y a pas de mouvement de panique, des choses comme ça. Mais quand même, donc le 6 décembre 2003, il y avait 600 000 personnes dans les rues de Lille. Et la parade Eldorado qui a eu lieu il y a 2 ans, on estime à 350 000 le nombre de personnes qui ont, 350 000 personnes qui ont suivi. Donc, c'est un événement qui se déplace. Donc, en fait, on ne regroupe pas les gens dans un endroit, mais c'est un événement qui se déplace, qui suit un cheminement et auquel participe un grand nombre d'habitants. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y avait des cortèges entiers d'habitants qui s'étaient costumés avec des maquillages extraordinaires pour faire les grandes fêtes, des grandes processions mexicaines. Il y avait un char sur lequel le directeur du Centre chorégraphique national a fait travailler pendant, dans le froid, etc., des dizaines de danseurs pour animer cette parade, mais des gens des quartiers, des enfants, etc. Et donc, tout ce long cortège s'étend dans la ville. Et donc, en fait, d'abord, les gens voient ce qui se passe, et puis donc, ça défile. Donc, finalement, cette adhésion populaire, elle est liée au travail qui a été fait en amont, et puis ensuite, je pense quand même au sens de la fête des Lillois, qui n'est pas à démontrer, je crois.
Alors, Madame Chantal Cormont nous demande si Lille a influencé Liverpool, qui a été capitale européenne de la culture en 2008, parce que c'est une ville qui a beaucoup changé aussi. Est-ce que Oui. l'expérience de Lille a eu une influence sur les autres transformations d'autres villes? Alors, Liverpool n'est pas une de nos villes jumelles, donc nous n'avons pas été directement contactés par Liverpool. En revanche, la ville anglaise dont je vous parlais, Leeds, qui est notre ville jumelle, a bien vu les transformations de Liverpool du fait de la capitale de la culture, et puis a beaucoup travaillé avec nous, donc avec Lille, sur la métamorphose urbaine qu'avait générée la capitale de la culture. Et donc, nous avons accompagné Leeds. Je vous disais tout à l'heure qu'elle ne peut plus prétendre à l'être, mais qu'elle maintient ses programmes parce qu'elle a bien vu que finalement c'était efficace. Elle l'a d'autant plus vérifié que quand Liverpool a été capitale de la culture, une autre ville britannique était candidate, Newcastle, qui n'a pas été retenue. Mais le maire de Newcastle a quand même développé un certain nombre d'événements qui ont convaincu la maire de Leeds de dire, mais en fait, que le label existe ou pas, finalement, ce grand événement de mobilisation culturelle est un outil de rayonnement du territoire, est un outil d'aménagement du territoire, est un outil de mobilisation du territoire, et donc que le label soit décerné ou pas, ça marche. Très bien. Alors, on me demande aussi si la réhabilitation d'une friche industrielle en un lieu de culture provoque une gentrification des alentours. Est-ce que ça a une influence sur l'environnement immédiat? Ça a une influence sur l'environnement immédiat dès lors qu'on transforme un lieu qui était délaissé. Une friche industrielle, ça fait un très grand délaissé urbain quand même. Quand je vous parlais tout à l'heure de la friche Fishkai qui fait 10 hectares en plein dans la ville, ou bien Saint-Sauveur, l'ensemble du site, c'est quand même 25 hectares. Vous voyez, donc c'est très très grand. Évidemment, ça transforme. À cela près qu'à Lille, depuis 2001, il y a une politique qui est menée en matière de logement, de construction de logements, de réhabilitation de logements aussi d'ailleurs, mais surtout construction, qui consiste à décider que dans chaque programme qui fait plus de 15 logements, on le distingue en 3 tiers. Cette méthode-là, maintenant, elle est appliquée partout en France, mais c'est à Lille qu'elle a été initiée. 3 tiers, aujourd'hui, on les module d'ailleurs en disant, donc on a de l'accession sociale à la propriété, du logement social, donc locatif, et de l'accession libre à la propriété. Et donc, en fait, l'équilibre se fait sur ces 3 programmes. On ne peut pas distinguer un logement d'un autre, évidemment. Il ne s'agit pas d'avoir une distinction dans ces logements. Mais ça permet de fabriquer de la mixité sociale. Et aujourd'hui, en particulier en construisant des grands appartements pour que des familles puissent y rester, puisqu'on sait aujourd'hui que les familles ont tendance à quitter la ville parce que c'est trop petit, les logements sont trop chers, sont trop étroits, etc. Donc là, on construit des grands logements. Avec cet élément qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que Lille a conservé à l'intérieur de ses murs une population dont on peut même dire qu'elle est pauvre, puisque c'est une des villes qui a le plus faible revenu par habitant, mais en tout cas, elle a gardé ses quartiers populaires à l'intérieur des murs. Et dans ces quartiers, donc les nouveaux programmes permettent justement d'avoir une mixité. Il y a un quartier qui est complet, qui a été refait dans la ville et qui permet ça justement. Donc la gentrification, elle existe, mais elle est très contenue par ces programmes immobiliers qui les accompagnent. Ça, c'est une chose. Et puis simplement, c'est moins de la gentrification que de la requalification. C'est-à-dire que quand on remet dans le tissu urbain ce qui était une friche industrielle et que ça devient un lieu culturel ou de développement économique, Euratechnologie, ce que je vous montrais, l'usine Leblanc-Lafont qui est devenue ce grand centre des nouvelles technologies, c'est une ancienne filature qui était dans un quartier qui était un peu abandonné. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est super chouette. Enfin bon. Donc ça, c'est un élément important. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous avons pris soin, à la fois pour l'usine Leclerc, donc la maison Folie-Oisem, mais aussi pour Euratechnologie, de travailler avec les gens qui travaillaient à l'intérieur de ces usines. C'est-à-dire qu'à Euratech, par exemple, dans le grand atrium, il y a la photo des ouvriers et des ouvrières de l'usine qui sont venus ouvrir l'usine. C'est-à-dire que quand elle a été inaugurée,
quand le Euratech a été inauguré par Pierre de Saint-Aignan, Martine Aubry, etc., eh bien, ces anciens ouvriers étaient là. Et donc, ils sont aussi des passeurs de mémoire, en quelque sorte. Ils sont des éléments qui sont très importants. C'était le cas aussi pour la maison Folie-Oisem, puisque avant que ces bâtiments ne soient réhabilités, ils faisaient l'objet d'ateliers urbains participatifs présidés par le maire et à l'intérieur desquels les habitants étaient conviés pour exprimer leurs souhaits, ce qu'ils souhaitaient qu'existe à l'intérieur de ces bâtiments, ce qu'on pouvait y faire, leur niveau d'accessibilité, qui pouvait y aller, etc. Donc en fait, tout ça, ça a été préparé par les habitants des quartiers dans lesquels sont insérés ces établissements. Donc, comment ça a pris entre ces établissements et ces quartiers. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de difficultés. Enfin, la fréquentation des lieux culturels, c'est toujours quelque chose qui doit interroger parce qu'on a le sentiment que ce sont toujours les mêmes personnes qui y vont. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des quartiers y aillent. Et d'ailleurs, je termine avec ça, après je vous laisse poser des questions. Lorsque nous avons les grandes saisons, là en ce moment, les grandes expositions qui sont organisées par l'île 3000, qui est la grande association qui génère en quelque sorte ces grands événements, tous les enfants des écoles lilloises vont visiter les expositions. Tous, sans exception. Tous les enfants y vont. Et on leur donne un ticket pour qu'ils reviennent avec leurs parents, qui sont pas forcément très enclins à fréquenter les lieux culturels parce qu'il y a des barrières sociales, parce qu'on redoute de franchir, de gravir les marches du Palais des Beaux-Arts, etc. Mais dès lors que les enfants sont devenus des médiateurs pour leurs propres parents, en fait, c'est gratifiant pour tout le monde, pour les enfants parce qu'ils connaissent l'exposition, ils sont capables de dire alors là, tu vois, ça c'est ça, etc. Et pour les parents parce que ça lève la timidité ou les freins. Et donc, on propose aux enfants de revenir avec leurs parents. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi un élément qui permet de rapprocher un petit peu des mondes dont on pourrait penser qu'ils sont distants. Et en fait, petit à petit, c'est long, ça demande un travail très fin, mais on s'efforce de le faire en tout cas. Merci beaucoup. Ensuite, on nous demande, est-ce que le label Capitale européenne a eu un impact sur l'intégration de Lille dans l'espace européen? Alors, en fait, l'intégration de Lille dans l'espace européen, Lille est une ville européenne. D'ailleurs, la métropole européenne de Lille est aussi une eurométropole. Donc, nous avons un GECT, donc un groupement européen des collectivités territoriales avec Tournai et Courtrai. Donc c'est déjà une métropole européenne du seul fait de sa position frontalière. La proximité avec Bruxelles, l'importance de la métropole, c'est identifier l'île ou le territoire régional comme un territoire européen quand on parle des migrants, par exemple, c'est évident. Quand on parle du Brexit, c'est évident. Donc oui, l'île est identifiée comme telle. Et puis, on le voit avec, s'il y a un indicateur qui permet de le vérifier, c'est la fréquentation touristique. Donc là, absolument, la ville est intégrée dans les grandes villes de l'Europe, bien sûr. Pour mémoire, je vais essayer de vous retrouver les statistiques tout à fait précises de la fréquentation touristique, mais sur la fréquentation, on a 30% de Belges, 25% de Britanniques et 20% de Néerlandais ou quelque chose comme ça dans les fréquentations touristiques. Oui, bah oui. Je vais essayer de vous retrouver ça très précisément, mais c'est de cet ordre-là en tout cas. C'est dû, je pense, en partie au réseau ferroviaire qui est très dense et c'est les liaisons ferroviaires et les liaisons faciles qui ont fait cette richesse. Ah, mais bien sûr, c'est sûr que l'Eurostar qui permet d'aller à Bruxelles en 35 minutes, enfin, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que nous pouvons aller à Bruxelles en 35 minutes, les Bruxellois, les Belges peuvent venir. Bon, c'est très poreux entre les territoires. Donc l'Eurostar, bien sûr, le train qui permet d'être en 2h30 à Cologne, 1h30 à Amsterdam, Rotterdam, c'est 2h30. Enfin, bien sûr qu'on a cette proximité. Enfin, Bruges, c'est 30 minutes en voiture. Donc voilà. Bon, donc la ville est une ville par essence européenne. C'est d'ailleurs ce qui fait une partie de son charme. Là, en ce moment,
On entend beaucoup parler, on entend des accents. Au moment de Noël, on entend les accents belges, on entend parler néerlandais, puis anglais beaucoup dans les rues de la ville. Alors, j'ai une question à laquelle je ne souscris pas, mais je lis. Mais posez-la quand même. C'est Monsieur Yves Bloch qui parle d'une comparaison. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre Rouen et Lille dans la mesure où Rouen serait une capitale historiquement sur le déclin et contrairement, Lille serait en… Alors ça, je ne conteste pas que Lille soit en fort développement. Parce que c'est vrai que quand on a parlé de Rouen, capitale possible de la culture, on a pris l'exemple de Lille parce que il y avait vraiment beaucoup d'idées à puiser. Est-ce qu'on est, autrement dit, est-ce qu'on serait capable d'y arriver? Mais pourquoi vous ne seriez pas capable d'y arriver? C'est moi Ah qui ben vous pose la moi, question. je pense qu'on y est capable, mais quand on me dit qu'on est sur le déclin, moi, je ne reconnais pas Rouen dans le déclin, pardon. Oui, alors ça, moi, je ne me permettrai pas de dire si Rouen est une ville sur le déclin ou pas. Ce que je peux vous dire en revanche, en tout cas ce que j'ai essayé de vous dire et pour le démontrer, c'est que une ville qui a un tissu industriel qui était en déshérence, il faut quand même le dire. Enfin, je vous Ah donne oui, l'exemple de l'industrie textile. Bon. L'industrie textile dans la région, ça a été jusqu'à 300 000 ou 400 000 emplois. Aujourd'hui, il y en a 3 000. Il y en a encore 3 000. Mais ce qui a été transformé, c'est d'ailleurs une ancienne friche industrielle, d'ailleurs, qui est à Tourcoing, sur un immense territoire, une ancienne usine qui, elle, a été détruite parce qu'elle était vraiment en très mauvais état, a été créé le Centre européen des textiles innovants. Parce que, encore dans les suites de la capitale de la culture, pardon, excusez-moi, il y a évidemment la requalification des friches industrielles, mais aussi des emplois industriels. Et par exemple, sur le textile, nous n'avons plus, ça revient un petit peu, mais c'est faible. Enfin, ceci, il y a quelque chose qui se réinvente aujourd'hui sur le textile, notamment à Roubaix-Tourcoing, puisque c'est le cœur vraiment. Mais donc les emplois de la fabrication textile de grand volume sont tous partis, d'abord au Maghreb, puis maintenant en Chine, puis ensuite encore un peu plus en Asie. Bref, il n'y a plus d'emplois de masse. En revanche, il y a toujours une école d'ingénieurs. Il y a donc la seule école d'ingénieurs des industries textiles. Il y a encore des entreprises qui travaillent. Et donc, a été créé un centre de recherche sur les textiles innovants, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les textiles techniques. Et depuis l'île 2004, capitale de la culture, sont invités dans les expositions universelles, là cette fois-ci, sont présentés ce qu'on appelle les futurotextiles, donc qui sortent de ce cluster. Alors le terme n'est pas très bien choisi, mais c'est quand même celui qu'on emploie, de cet incubateur, ouais, on va dire, c'est plus juste. Donc cet incubateur qui permet de travailler sur la recherche sur les nouveaux textiles. Et donc, par exemple, sur les géotextiles, sur les textiles qui sont des textiles de protection, par exemple, les textiles ignifugés, les textiles, le nez de la navette spatiale. Moi, je ne le savais pas, mais figurez-vous que le nez de la navette spatiale, en fait, c'est un système de géotextile parce que c'est souple, ça résiste, en même temps, c'est léger. Enfin, bon, bref. Voilà. Et ben ça vient de Tourcoing. Donc, tout ça pour dire que ce travail de requalification, il n'est pas simplement dans les bâtiments, dans l'aménagement, mais il est aussi de la réflexion sur la réindustrialisation d'une partie du territoire. Voilà. Et l'industrie textile en est un exemple. Alors, ce ne sont pas les mêmes emplois. Aujourd'hui, ce sont des emplois super qualifiés, qui sont des emplois d'ingénieurs. Néanmoins, reste l'industrie textile. Et là, aujourd'hui, avec les bases de ce qui existait, enfin, il y a encore des kilomètres de rouleaux de tissu, etc. Eh bien, il y a un travail qui est mené notamment avec la région et avec l'ADEME sur l'industrie de la mode en général et sur un événement qui s'appelle les Green Fashion Days, qui essaye de faire passer l'idée selon laquelle il faut arrêter d'avoir ce qu'on appelle la fast fashion, là, on achète des trucs qui coûtent pas cher, qui sont tout de suite jetés, etc., et de retravailler sur l'upcycling, etc. Donc, ça veut dire que ce travail sur l'industrie textile, il existe encore dans la région, même si, évidemment, on n'a plus les bataillons d'ouvriers et d'ouvrières qui existaient, mais il reste ce substrat de l'histoire industrielle de la région. Passionnant, merci beaucoup. Je vous en prie.
J'ai pas d'autres questions pour le moment. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent poser leurs questions oralement, je ne sais pas. Bon, je vous ai convaincu, j'espère, de tenter. Moi, j'étais venue à l'époque, de tenter l'expérience. dans les années 2004. J'étais venue, je me souviens, en famille. Et mon fils est retourné après parce qu'il était enfant quand il y est allé et il y est retourné il y a un an ou deux, je crois. Alors, Il avait gardé un bon souvenir. en fait, c'est très proche. Lille et Rouen sont très proches. Vous êtes évidemment les En voiture, bienvenus c'est pas grand-chose, oui. pour arriver à Lille pour la prochaine saison Utopia qui va ouvrir au printemps. Mais bien sûr, enfin, on sera ravis. D'ailleurs, on a beaucoup de visiteurs, donc vous feriez partie de ces visiteurs. Mais moi, si je rajoute une anecdote personnelle, moi, à titre professionnel, j'ai animé une association nationale, une fédération nationale de 1981 à 2004 à peu près. Et je retiens, c'est qu'entre 1981 et 1992, je ne suis jamais allé à Lille, alors que mon métier consistait à me balader un peu partout en France, aller voir des associations départementales, etc. Et à partir de 1992, c'est-à-dire Lille capitale olympique, ma candidature A, j'y suis allé une fois par mois au moins, de 92 jusqu'à je quitte Paris et pour rejoindre la Normandie. Et moi, j'ai vraiment vu la métamorphose entre effectivement une ville du Nord et qui est devenue, moi j'ai découvert une ville du sud de l'Europe, quoi, au bout du compte, quoi, du sud du nord de l'Europe. C'est ça, Et, exactement. voilà. Et C'est tout à c'est fait ça. incroyable. Hein. Moi, j'ai gardé mes agendas de l'époque, j'ai regardé encore l'autre jour. Il y a vraiment une rupture qui s'est produite avant qu'a amené 2004 après, bien évidemment. Mais, et là, on voit bien qu'il y a eu un coup de, moi j'aurais tendance à dire de génie, hein, notamment là, je pense de Pierre Mauroy, qui a eu l'idée de lancer l'île dans le XXe siècle, dans le XXIe siècle, pardon, et arrêter de se lamenter sur la fin des industries, la fin de ceci, etc. Quoi. Oui, bah ça c'était le projet. Pardon, Ouais, c'était vraiment le projet de Pierre Mauroy, c'est-à-dire ouais. que la création de ce qu'on appelle le quartier de Rail avec la gare Lille-Europe qu'il a arrachée pour qu'elle soit dans le centre de la ville, donc à côté de la gare Lille-Flandre et non pas perdue dans la campagne environnante. Et puis le quartier qui est autour qu'on appelle Euralille, qu'il a appelé lui la turbine tertiaire. C'est vrai que ça a été une forme oui, de requalification, mais au-delà de ça, c'était un renouvellement ou un renouveau complet du territoire. Et donc, en fait, une fois que la ville était sur cette trajectoire, eh bien, elle a poursuivi sur cette trajectoire. Donc, ça, c'est très net. Et la capitale de la culture, c'est une espèce de point d'orgue et en même temps, à partir duquel on ne redescend plus. C'est-à-dire, une fois qu'on a atteint cet élément-là, on reste sur cette dynamique qui consiste à dire, puis c'est très important quand même d'afficher ça comme étant la capitale de la culture, c'est-à-dire qu'on part du principe que la culture est accessible à tous et à toutes, qu'elle est inclusive, enfin aujourd'hui on parle beaucoup de ce terme, c'était vraiment l'objet de ce grand événement, c'est pas simplement de faire la fête, c'est aussi derrière d'avoir des conférences, de la réflexion, etc. Il y a vraiment dans la diversité, dans la qualité de l'offre culturelle qui a été possible à ce moment-là, ça existe toujours. Je vous parlais tout à l'heure des enfants, parce que la politique de la ville de Lille, c'est de porter une attention vraiment particulière aux enfants. Aujourd'hui, quand il y a un grand événement, donc les grandes expositions qu'on appelle de Lille 3000, puisque hop, on a vu grand, on a décidé que c'était 3000 dorénavant, donc les 3000, eh bien, il y a une exposition à la gare Saint-Sauveur, au Tri-Postal, qui est aussi un ancien bâtiment pas tout à fait industriel, mais en tout cas qui est lié à l'activité de la Poste. Donc des grandes expositions avec vraiment des grands noms de l'art contemporain. Et pendant ce temps-là, dans toutes les écoles, on travaille sur la création d'une exposition. Eh bien, elle est montrée à côté de la grande exposition. C'est-à-dire que il n'y a pas un petit truc pour les enfants dans un coin, pour les familles. On considère que la production des enfants est montrée à côté de celle d'autres grands noms de la création contemporaine. C'est encore là une manière de dire la culture, c'est tout le monde, partout, et pour toutes et tous. Il y avait Alain qui voulait intervenir. Alain.
Oui, j'avais aussi un petit peu envie de parler d'une anecdote. En fait, Je- moi, je connaissais pas beaucoup Lille, mais j'ai appris à connaître Lille dans les années, je sais plus combien, 91, 92, quelque chose comme ça, quand ma fille aînée a fait des études d'ingénieur à HEI à Lille. Et donc, pour la loger, on a acheté un petit studio qu'on a revendu depuis, etc. Mais je veux dire que pendant toute cette période-là, qui correspond à peu près à celle qu'évoquait Philippe, juste après 92, là, j'ai senti que Lille était vraiment une ruche bourdonnante, pleine d'activités, de convivialité. Et c'était un vrai bonheur quand j'allais voir ma fille, de l'emmener dans les petites rues piétonnes et de lui offrir une bière avec des choses assis sur une terrasse. Enfin, c'était extraordinaire. Et je me rappelle aussi avoir visité le musée de Lille, le musée des Beaux-Arts, et avoir été époustouflé par la Ouais. quantité de très très belles œuvres qu'il recèle. Bon, à Rouen, on n'est pas à plaindre non plus de ce point de vue-là, mais au point de vue terrasse, c'est quand même mieux à Lille, même si ça a un peu évolué. Voilà. Oui, alors après, c'est vrai que bon, c'est une grande ville du Nord, c'est aussi le Palais des Beaux-Arts de Lille est en effet un joyau. Il est très vaste et puis il y a une qualité d'œuvre qui est présentée oui, il y a un fond très important. Bon, là, pour l'année prochaine, à la fin de l'année, il y aura une grande expo sur Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille. Puisque nous avons deux Goya, les jeunes et les vieilles, hein, il y a deux Goya, deux trésors, deux des trésors du musée qui sont les Goya, et donc il y aura une expo Goya. Bon, pour la capitale. Vous allez faire venir d'autres Goya? Oui, alors on en fait venir d'autres. Ce sera une exposition immersive. Il y aura une cinquantaine d'œuvres qui vont venir encore d'Europe. Le parti pris, c'est de ne plus faire voyager des œuvres en avion et donc de faire venir des œuvres de territoire de proximité. Enfin, bon, les grands musées européens ont la gentillesse de nous prêter leurs œuvres. Le Palais des Beaux-Arts prête ses œuvres aussi. Il y a des œuvres là qui partent de la Galerie des Offices à Florence, par exemple. Mais oui, il y a en effet une très très belle collection. Et puis dans un musée qui va être restauré, parce que toute la partie Moyen Âge et Renaissance sera restaurée là dans les mois qui viennent. Donc revenez, puisque vous le verrez différemment de celui que vous avez vu. Nous reviendrons. Après, il y a peut-être aussi quand même une caractéristique, je sais pas, peut-être vous pouvez en dire deux mots, c'est l'ouverture sociale quand même des milieux économiques, des patrons du Nord, qui font qu'éventuellement ils peuvent aussi s'investir davantage dans le mécénat, dans la vie sociale, culturelle, parce qu'ils ne sont pas uniquement branchés sur le métier. Est-ce que c'est un fantasme de ma part ou c'est quand même aussi une réalité de ce qu'on dit de Muguet, de Bonduel et tous ces gens-là? Mais en fait, il y a un monde économique qui travaille. C'est-à-dire que c'est pas un monde de financier, c'est un monde de production économique. Et donc ça, je me souviens que dans les discussions avec Pierre de Saint-Ignon, que vous connaissez bien, donc était lui très très lié à ce milieu. D'abord, c'est quand même l'histoire de la région. C'est-à-dire que cette grande région industrielle, c'est elle qui a inventé aussi ce qu'on appelait à la fin du 19e le paternalisme social, et donc la réflexion sur l'habitation à bon marché, les mutuelles, etc. Donc ça, c'est quand même le substrat. Dès lors qu'on a fait un peu d'études d'histoire, on voit bien qu'il y avait ce catholicisme social, notamment, qui était très prégnant, et il était particulièrement présent dans le Nord, et d'ailleurs, il l'est encore d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce que vous disiez là, sur l'implication des patrons, des grandes familles, etc., ça se manifeste encore, oui, bien sûr. Il y a peut-être cette propension-là. Je pense que l'essentiel, c'est parce que ce sont des affaires familiales avec des gens qui existent vraiment, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des cotations en bourse, les gens que nous avons devant nous. Donc, ça fait évidemment la différence, ça c'est sûr. Mais là, pour rejoindre ce que disait Yves Bloch tout à l'heure, peut-être que là, c'est une vraie différence entre Rouen et Lille sur cette capacité à mettre ensemble les gens. Mais bon, après ça, c'est notre problème. Ben, en fait, l'intérêt du grand événement, c'est précisément qu'il est fédérateur. C'est que c'est pas évident de mettre des gens autour de la table comme ça, à partir de rien. Mais dès lors que on est capable de démontrer, et vous l'avez dit, dans ce qui précédait l'île 2004, il y avait notamment le travail qu'avait mené Pierre Mauroy sur cette espèce sur ce qu'il appelait lui la turbine tertiaire, donc l'accélérateur de particules en quelque sorte sur le renouvellement économique. Eh bien, ça a été aussi démontré avec la capitale de la culture. C'est l'événement qui fédère. Et à partir de là, une fois qu'il est construit,
il y a un effet de rassemblement de plus en plus vaste autour de cet événement. Ok. Yves Bloch, oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, j'arrive à me poser la question en vous écoutant, et c'était passionnant, et je vous en remercie vivement. Si, en fait, Rouen n'a pas une difficulté de ne pas avoir touché le fond. La crise textile dans les années 70 à Lille a été d'une violence terrible, En revanche, je veux dire, le monde textile était moins important dans la région de Rouen, Rouen-Elbeuf. Ensuite, il y a eu la pétrochimie. Et globalement, on n'a jamais touché vraiment le fond à Rouen. Pour autant, quand j'évoque le déclin, il est en termes populationnels, il est en termes de temps de transport entre la capitale et Rouen, puisque 1h20 en train, 1h Paris-Lille, et beaucoup d'indicateurs. Le port de Rouen, qui était absolument essentiel avant la Seconde Guerre mondiale, était, je vais dire, extrêmement volumineux. Il n'a plus du tout la même importance. Il a été doublé par Marseille et Le Havre. Donc, un certain nombre d'éléments qui font que je crois qu'en fait, c'est aussi une des difficultés, c'est que quand on sent vraiment le danger, quoi qu'il en coûte, je veux dire, on rebondit. J'ai le sentiment qu'à Rouen, on n'a pas encore perçu et qu'il y a un problème de diagnostic, alors que malheureusement, je vais dire, je pense que les Lillois, enfin c'est la perception que j'en ai, je suis parisien d'origine, hein, donc il n'y a pas de parti pris normand ou anti-normand ou pro-lillois, mais voilà ce que je perçois. Qu'en pensez-vous? C'est difficile pour moi de le dire, d'abord parce que je pense que c'est exagéré de dire que Lille avait touché le fond avant de se lancer dans cette aventure de la capitale européenne de la culture. En fait, la capacité de la région des Hauts-de-France en général, mais c'est le cas aussi dans le bassin minier pour l'industrie charbonnière, c'est-à-dire que l'industrie charbonnière dans le bassin minier, ça s'est transformé en quoi? En rien. Alors, à part, on a un très beau travail sur la conservation, mais le classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une manière de reconnaissance, de dire que cette activité-là a, d'ailleurs, qui s'est aussi développée beaucoup autour de la culture. La preuve, le Louvre-Lens qui est installé là, c'est aussi la culture qui est un élément de restauration en quelque sorte de ce territoire, mais avec un travail qui a été mené, là encore, sur l'urbanisme, sur l'accompagnement social, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est en fait, on ne part pas de rien, on ne part pas d'une feuille blanche dans un cas ni dans l'autre, mais au contraire de territoires qui ont la capacité, de manière, j'allais dire, cyclique, de se renouveler eux-mêmes. Et quand j'expliquais que ce que Lille 2004 a généré en termes d'aménagement urbain, c'est la capacité justement à refaire la ville sur elle-même. Et donc, je crois que c'est plutôt un système de cycle que de dire on était parti de rien, ce qui n'est pas vrai, puisque il y avait donc le travail qu'avait mené Pierre Mauroy sur le développement tertiaire, puis le travail qui avait été préconçu en quelque sorte pour les Jeux Olympiques, en ayant l'intuition que le grand événement allait permettre de reprendre un nouveau cycle de renouvellement urbain. Je crois que c'est plutôt, enfin de renouvellement territorial d'ailleurs, pas seulement urbain. Pour moi, c'est plutôt là, mais je comprends ce que vous me dites, mais je n'y souscris pas tout à fait. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres intervenants ou est-ce qu'on peut s'en arrêter là? Bon, il semblerait qu'on peut s'en arrêter là. On a l'habitude, Marie-Pierre, de donner à la fin la parole à Alain Ropers. Alain Ropers, qui est cet homme chevelu avec ses lunettes sur l'écran et qui fait ensuite le compte rendu écrit qui fait une note de synthèse par rapport à ça. Mais avant de la faire par l'écrit, il nous l'a fait à l'oral. Donc voilà, je vous propose de l'écouter, puis on s'arrêtera dessus. Alain. Voilà, bon, ce sera relativement simple parce qu'effectivement, là, j'ai pris plein de notes. Je vais passer quelques heures à mettre tout ça sur le papier et ce sera évidemment diffusé et placé sur notre site, mais c'est pas moi qui le ferai. Parce que la dernière fois, je l'ai voulu le faire, j'ai fait plein de bêtises. Donc, je passerai aux spécialistes qui le mettront sur le site. Mais c'est quand même moi qui rédige l'article. Donc, là, ce que j'ai retenu surtout, c'est votre enthousiasme et votre façon de parler de ce renouvellement de l'île avec des mots forts, mais tellement parlants comme turbine. La turbine urbaine, la turbine culturelle. C'est Pierre Mauroy qui disait ça. Moi, patrimoniale,
la turbine commerciale, etc. Enfin bon, c'est-à-dire que les éléments étaient là et simplement cette turbine les a mis en place pour les faire avancer en s'appuyant sur l'amour de la fête des Lillois, mais également sur un grand travail préparatoire des personnalités politiques que vous avez citées. Donc, je crois que c'est un petit peu l'essentiel et ça me laisse en tout cas espérer qu'en 2028, nous serons à Rouen, capitale européenne de la culture, et que notre région, même sans avoir touché le fond, pourra profiter de tous ces éléments comme Lille, non pas par jalousie, mais par admiration au contraire, et nous aimerions bien faire aussi bien. Voilà. Bon, si vous me permettez de reprendre la parole juste après, je renouvelle mon invitation à ce que vous veniez observer ce qui se passe pendant les éditions un peu plus petites, mais néanmoins qui fédèrent quand même beaucoup. Donc la prochaine, c'est Utopia. Et puis pour ce qui concerne les friches industrielles, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je voudrais vous le signaler là. Sur le site internet de la ville de Lille, il y a les documents qui sont parus dans le cadre de Lille Ville d'art et d'histoire. Chacune des friches industrielles que je vous ai présentées fait l'objet d'un petit fascicule de Ville d'art et d'histoire. Donc, vous pouvez retrouver les friches industrielles que je vous ai présentées. Voilà. J'ai omis de vous le dire tout à l'heure, donc je répare. Et donc, nous pourrons donner le lien, notamment sur le site de la mairie de Lille, vous cherchez, vous allez trouver ça. On mettra en évidence le lien. En tout cas, merci beaucoup Marie-Pierre de nous avoir consacré ce temps-là. Alors qu'il fait beau, que les terrasses nous ont certainement pris un certain nombre de participants. Je termine très rapidement. C'est pour dire que notre prochaine rencontre, c'est jeudi soir. Jeudi soir, alors là, on sera en même temps à Hanovre et à Hambourg. Alors là, sur des villes portuaires, en tout cas pour Hambourg, sur des villes portuaires. On sera dans le nord de l'Europe, on sera à l'autre extrémité de ce que nous avons évoqué être le grand delta de l'Ouest européen, qui réunit la Seine, l'Escaut, le Rhin et l'Elbe, et avec un grand réseau hydrographique, etc., et qui vient nourrir et qui est la porte d'entrée de l'Ouest européen. Et donc là, avec là aussi des friches incroyables, je pense à la Philharmonie et à Fun City dans Hambourg, et puis tout un écoquartier à Hanovre, et tout ça, ça sera animé par Jean-Marc Delagneau, heureusement, parce que il va falloir jouer des talents d'interprétariat, puisque nos interlocuteurs seront allemands et a priori ne parlent pas particulièrement bien le français, comme beaucoup d'entre nous ne parlent pas particulièrement bien l'allemand. Voilà. En tout cas, Marie-Pierre, merci beaucoup. À tous, merci d'être venus. Et puis, je donne rendez-vous jeudi. Puis après, il y aura une synthèse qui sera plutôt début juillet parce que c'est à cause des élections régionales, puisqu'on ne veut pas se faire taxer d'intervenir dans le cadre de la campagne des élections régionales. Parce que normalement, la synthèse, elle se fera avec Édouard Philippe et Nicolas Maillère-Rossignol. Donc, ce sera la première semaine de juillet, je crois, juste après les élections régionales. Voilà. Bonsoir à tous et puis merci beaucoup encore, Marie-Pierre. Merci à vous toutes et tous. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Et donc, là, on compte sur le compte rendu. Voilà. Allez, au revoir. On coupe pour tout le monde. Au revoir. Au revoir.